Bienvenue sur la web radio de l'Infectio. Ce podcast vous est proposé par les enseignants de maladies infectieuses et tropicales des universités de Saint-Étienne et Lyon. Il est destiné aux étudiants de deuxième cycle des études médicales et il a reçu le soutien de l'université Jean Monnet. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau podcast. Nous évoquons aujourd'hui la deuxième partie des hépatites virales avec leur diagnostic et leur prise en charge. Alors, nous sommes ravis d'accueillir à la web radio de l'Infectio pour un deuxième épisode le docteur François Villeray. Nous allons donc effectivement nous poser la question, comment faire le diagnostic d'une hépatite virale ? Effectivement, comme nous l'avons vu dans le premier podcast, les hépatites virales sont souvent asymptomatiques et nécessitent donc un dépistage systématique de celles-ci. Toute personne doit avoir au moins une fois dans sa vie un dépistage des hépatites virales, selon les recommandations actuellement en vigueur en France. On peut le proposer également en cas de changement de partenaire sexuel, de rapport sexuel à risque, ou systématiquement avant l'introduction d'une chimiothérapie, d'une immunothérapie ou d'une biothérapie. En cas de cytolyse hépatique, il est effectivement nécessaire de dépister les 5 principaux virus abécédaires responsables de ces hépatites. Enfin, en population précaire, le dépistage peut s'effectuer grâce à des tests rapides d'orientation diagnostique, appelés TROD, pour l'hépatite B et l'hépatite C. Cependant, en cas d'un TROD positif, il est nécessaire de réaliser une sérologie de confirmation. Dans la population générale, le diagnostic des hépatites virales repose sur la réalisation de sérologie. Pour l'hépatite A, la sérologie en cas d'hépatite aiguë repose sur les IgM anti-VHA qu'il faut demander spécifiquement au laboratoire. On peut également quantifier les anticorps totaux ou les IgG anti-VHA pour contrôler l'immunité du patient en cas d'antécédent d'hépatite A ou de vaccination contre l'hépatite A. Pour l'hépatite B, en cas de suspicion d'infection chronique, d'hépatite chronique ou pour contrôler l'immunité vis-à-vis de l'hépatite B, il est nécessaire de demander les 3 marqueurs principaux de l'hépatite B, c'est-à-dire l'antigène HBs, qui confirme une infection active par le virus de l'hépatite B, les anticorps anti-HBs, qui eux permettent de vérifier s'il existe ou non une immunisation vis-à-vis de l'hépatite B, et enfin les anticorps anti-HBC, qui eux confirment un contact avec le virus de l'hépatite B. Les anticorps anti-HBC, C comme contact, définissent donc un contact avec le virus de l'hépatite B, qu'elle soit guérie ou non guérie, et les anticorps anti-HBS sont en lien avec l'immunisation et sont positifs en cas de vaccination contre le virus de l'hépatite B. Dans ce cas-là, les anticorps anti-HBC sont négatifs. Ou en cas d'hépatite B aiguë guérie virologiquement, avec dans ce cas-là des anticorps anti-HBC positifs. En cas d'hépatite aiguë, il est nécessaire de quantifier les IgM anti-HBC, qui est le premier marqueur positif qui intervient après une hépatite B aiguë. Enfin, lorsqu'on a un antigène HBs positif, il est nécessaire de compléter la sérologie avec l'antigène HBe, les anticorps anti-HBe, la charge virale sérique de l'hépatite B et enfin la sérologie de l'hépatite delta. Concernant l'hépatite C, le diagnostic repose sur la sérologie en première intention. Si la sérologie est positive, il est nécessaire de réaliser une charge virale de l'hépatite C pour confirmer celle-ci. La sérologie reste positive toute la vie, que l'on traite ou non l'hépatite C. Chez un patient ayant une sérologie VHC positive ou un patient qui a été déjà traité pour une hépatite C, il est donc nécessaire de réaliser d'emblée une charge virale de l'hépatite C, la sérologie étant toujours positive. En cas de risque de transmission récent, la charge virale de l'hépatite C peut être demandée de façon systématique en première intention. L'hépatite delta, son dépistage repose sur la sérologie qui doit être systématiquement demandée chez tous les patients ayant un antigène HBs positif dès le diagnostic. Elle doit être demandée également chez tous les patients ayant une cytolyse hépatique, chez un patient connu pour une hépatite B. Et si cette sérologie est positive, on confirme la réplication de l'hépatite delta avec la charge virale sérique de l'hépatite delta. Enfin, l'hépatite E, son diagnostic repose sur la sérologie. On dose des IgM anti-VHE. Si ceux-ci sont positifs, on confirme le diagnostic par une charge virale de l'hépatite E au niveau sérique. Cependant, chez les patients immunodéprimés, les transplantés d'organes, les patients sous chimiothérapie, on demande la PCR, la charge virale de l'hépatite E en première intention, car la sérologie peut être faussement négative. Alors, commençons par savoir comment on prend en charge une hépatite A. Donc une hépatite A est déjà une maladie à déclaration obligatoire auprès des agences régionales de santé pour réaliser une enquête épidémiologique et pour rechercher l'origine de la contamination. Aucun traitement spécifique n'est indiqué en cas d'une hépatite A non grave, hormis les mesures d'hépatoprotection classiques, c'est-à-dire l'absence de prise de paracétamol, l'absence de consommation d'alcool et l'arrêt des médicaments hépatotoxiques.
Un dépistage des proches est nécessaire et leur vaccination est indiquée si ceux-ci ne sont pas immunisés vis-à-vis de l'hépatite A. Une hépatite A aiguë est immunisante, c'est-à-dire que le patient sera protégé vis-à-vis d'une autre hépatite A dans le restant de sa vie. En cas d'une hépatite A grave, c'est-à-dire une diminution du TP inférieure à 50% ou l'apparition de signes d'encéphalopathie hépatique, une hospitalisation est nécessaire. Cependant, la transplantation hépatique reste rare dans cette indication. Dis-moi François, moi j'ai toujours beaucoup de difficultés à comprendre comment on prend en charge une hépatite B. Tu peux m'éclairer ? Effectivement, l'hépatite B, c'est quelque chose d'assez complexe à prendre en charge. On peut différencier une hépatite B aiguë, symptomatique, qui est également une maladie à déclaration obligatoire. Une hépatite B aiguë symptomatique chez un patient adulte peut se guérir spontanément. Cependant, en cas de signe de gravité, un TP inférieur à 50% ou une bilirubine augmentée, on a un cutoff à 200 micromoles par litre, on met en place un traitement par analogue de nucléoside pour diminuer la charge virale et éviter l'aggravation des fonctions hépatiques et éviter la transplantation hépatique. En cas d'hépatite B aiguë symptomatique, il est nécessaire de rechercher une co-infection par l'hépatite delta. Cependant, la majorité des infections par le virus de l'hépatite B sont des infections chroniques. Et au cours de ces infections chroniques, on détermine 4 grandes phases de l'hépatite B qui sont définies par le niveau de transaminase, la présence d'une augmentation ou non des ALAT, c'est-à-dire d'une hépatite ou non, la positivité de l'antigène HBE, qui est souvent corrélée à la charge virale et à la réplication virale, et enfin la charge virale de l'hépatite B, qui est le dosage du virus stricto sensu au niveau sanguin. Les patients peuvent passer d'une phase à l'autre de façon assez dynamique, c'est-à-dire qu'ils peuvent retourner à une phase précédente, mais passer à une phase suivante en quelques semaines ou quelques mois. Les modes de passage d'une phase à l'autre restent actuellement un peu inconnus et difficiles à caractériser. On parle d'hépatite chronique lorsqu'on a les transaminases augmentées ou d'infection chronique lorsque les transaminases sont normales. Et ensuite, on rajoute est-ce que le patient a un antigène HBE positif ou négatif. Cependant, il existe une grande variabilité des transaminases et de la charge virale au cours de ces infections chroniques et il est donc nécessaire d'avoir un suivi biologique régulier, c'est-à-dire des prises de sang, des bilans hépatiques tous les 3 mois et des charges virales pour déterminer la phase précise du patient. Après avoir déterminé cette phase du patient, il est nécessaire de déterminer le niveau de fibrose sous-jacente. Ce niveau de fibrose est nécessaire pour déterminer s'il existe ou non une indication de traitement. La détermination du niveau de fibrose peut se faire sur des méthodes non invasives comme l'élastométrie, c'est un test qu'on réalise comme une échographie hépatique, ou des tests biochimiques, c'est-à-dire au niveau de la prise de sang avec les principaux qu'on appelle le fibrotest, le fibromètre ou le FIB4. En cas de fibrose avancée, il sera nécessaire de réaliser un dépistage du carcinome hépatocellulaire de façon rapprochée, semestrielle la plupart du temps. Chez les patients sans fibrose, des scores de risque du carcinome hépatocellulaire sont validés pour déterminer le rythme de surveillance du carcinome hépatocellulaire qui reste la principale complication de ces infections chroniques par les virus de l'hépatite B. Enfin, concernant les indications de traitement, la présence d'une cirrhose compensée ou décompensée ou d'un carcinome hépatocellulaire sont une indication formelle de traitement antiviral et ça c'est une information très importante à retenir. Les autres indications du traitement antiviral reposent sur la présence d'une fibrose significative, en gros d'une fibrose que nous on appelle F2 sur les tests non invasifs, d'une cytolyse hépatique chronique associée à une fibrose modérée également. Les traitements reposent sur des analogues du nucléoside ou du nucléotide. Les 2 principaux sont l'antécavir ou le tenofovir. Les objectifs de ces traitements sont la normalisation des transaminases, de rendre la charge virale indétectable, d'avoir une prévention de l'aggravation de la fibrose et parfois une régression de la fibrose, et ensuite de diminuer le risque de carcinome hépatocellulaire, mais sans l'annuler. Cependant, ces traitements ne permettent pas une guérison de l'hépatite B et nécessitent donc des traitements prolongés, une prise de ces traitements pendant de nombreuses années et parfois jusqu'à la fin de la vie également. Actuellement, de nombreuses stratégies thérapeutiques sont à l'étude pour déterminer et permettre une guérison fonctionnelle de l'hépatite B. Enfin, un traitement antiviral doit être discuté chez tous les patients ayant une chimiothérapie ou une immunothérapie avec un antigène HBS positif, quelle que soit la charge virale, pour éviter le risque de réactivation virale. Enfin, il est nécessaire de déterminer le statut sérologique de l'entourage de ces patients et les vacciner pour prévenir la contamination horizontale vis-à-vis de l'hépatite B. Alors finalement, plus simple peut-être, la prise en charge de l'hépatite C maintenant. Effectivement, la prise en charge de l'hépatite C est plus simple actuellement. La prise en charge
déjà nécessite de rechercher le mode de transmission de l'hépatite C pour éventuellement dépister les cas contacts et surtout de diminuer le risque vis-à-vis d'une nouvelle hépatite C, c'est-à-dire une prise en charge addictologique chez les patients toxicomanes, de la fourniture éventuellement de matériel stérile, de seringues chez ces patients-là. En cas d'hépatite C chronique, une évaluation de la fibrose, comme pour l'hépatite B, soit par élastométrie, soit par test biochimique, doit être réalisée. Et tout patient porteur d'une hépatite C chronique doit être traité actuellement, avec des traitements variant entre 8 et 12 semaines, permettant une guérison virologique dans plus de 98% des cas. En l'absence de fibrose significative et de comorbidité hépatique, aucune surveillance n'est nécessaire dans les suites. Cependant, chez les patients ayant une fibrose significative ou des comorbidités, par exemple un patient qui a une consommation de boissons alcoolisées importante, un suivi spécialisé est nécessaire au décours de l'éradication de l'hépatite C pour prévenir et dépister le carcinome hépatocellulaire. En cas d'hépatite C aiguë, le traitement doit être discuté de façon collégiale, mais les indications de traitement sont actuellement assez larges. Comment on prend en charge une hépatite delta ? Plus compliqué que l'hépatite C. L'hépatite delta est responsable d'hépatite aiguë fulminante dans 1 à 4% des cas et nécessite parfois le recours à la transplantation hépatique en cas d'une co-infection hépatite B, hépatite delta. En cas d'une infection chronique par le virus de l'hépatite delta, il s'agit de l'hépatite la plus grave actuellement dans le monde avec un risque important de cirrhose et de carcinome hépatocellulaire. L'évaluation de la fibrose hépatique est primordiale et actuellement, seule la biopsie hépatique est validée dans cette indication. Le traitement de l'hépatite B par analogue de nucléoside ou de nucléotide est nécessaire avant le traitement de l'hépatite delta. Et le traitement spécifique de l'hépatite delta repose sur des injections sous-cutanées, quotidiennes et hebdomadaires. Et le traitement doit être discuté en RCP spécialisé pour déterminer le meilleur traitement pour ces patients. Les traitements actuellement permettent surtout une virosuppression de l'hépatite delta, mais la guérison est actuellement possible que chez certains patients. Enfin, pour terminer, comment prend-on en charge une hépatite E ? Chez les patients immunocompétents, l'évolution de l'hépatite E est souvent simple et ne nécessite aucun traitement. Il existe de rares cas d'hépatite E fulminante et un traitement symptomatique est juste nécessaire chez ces patients avec les mesures d'hépatoprotection, une éviction de la consommation d'alcool et du paracétamol. Chez les patients immunodéprimés, la charge virale de l'hépatite E est indispensable pour confirmer la réplication de celle-ci. Et le traitement repose sur une diminution de l'immunosuppression chez les patients transplantés d'organes solides par exemple, mais également par un traitement par ribavirine. Ce traitement par ribavirine a une durée de traitement d'au moins de 3 mois, mais nécessite une surveillance du virus au niveau du sang et des selles également pour déterminer précisément la durée de ce traitement. L'hépatite E chronique peut être responsable de fibrose et de carcinome hépatocellulaire également, et certains patients nécessitent des traitements prolongés. En tout cas, merci François de nous avoir éclairé ce jour sur le diagnostic et la prise en charge des hépatites virales. Merci beaucoup. Merci. Ce podcast est un complément à l'ouvrage de référence du Collège des enseignants de maladies infectieuses et tropicales, le PI étudiant.